On se retrouve présentement dans un restaurant du centre-ville d'Edmonton avec une invitée très spéciale aujourd'hui, une juge de la Cour suprême du Canada, Marie Moreau, franco-albertaine. Merci beaucoup de passer quelques temps avec nous aujourd'hui. Madame la juge Moreau, vous êtes ici de retour à Edmonton parce qu'il y a un événement spécial, l'anniversaire de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta que vous avez cofondé. On va en parler dans quelques instants. On a souvent l'impression que la Cour d'appel, avec raison, je peux peut-être, la Cour suprême du Canada, c'est le sommet d'une carrière juridique, évidemment. C'est un prestige, mais un pouvoir extrêmement important. Vous avez été nommé en novembre 2023 déjà. Ça vous a fait quoi quand même de passer d'une autre chambre d'Edmonton à Ottawa avec toute cette responsabilité supplémentaire peut-être? C'était comment ces derniers mois? Bien, écoute, j'étais juge en chef de la Cour du banc du roi pendant 6 ans. Alors, mon travail, c'était surtout administratif. Comme vous savez, les années COVID étaient très difficiles pour les tribunaux. Alors, je passais beaucoup de temps à non seulement me préparer et préparer la Cour pour les conséquences du COVID. Aussi, il y avait des questions budgétaires. Alors, l'administration, j'en ai fait beaucoup. Un retour à la jurisprudence était pour moi un vrai cadeau. Pour finir ma carrière, la jurisprudence, en effet, il me manquait et je ne le savais même pas. Alors, je me suis immersée à la Cour suprême dans toutes sortes de sujets. C'est fascinant, je l'adore le travail. Et j'ai beaucoup d'assistance, 3 avocats. Une des avocats qui travaille avec moi vient d'Edmonton, en effet. Les avocats qui ont la capacité vraiment d'évaluer la jurisprudence, nous préparer pour les audiences. Mais aussi, le bilinguisme est un vrai atout à la Cour suprême du Canada. Ça fait partie de notre DNA. Votre carrière a été marquée par plusieurs dossiers très importants. La communauté francophone, ça fait partie de votre ADN également. Vous êtes cofondatrice de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta. 35e anniversaire cette année. Il y a eu du chemin parcouru pour les droits linguistiques et le système juridique en français. Est-ce que le chemin, il y a encore du chemin à parcourir selon vous? Toujours du chemin à faire, mais il faut dire que les dernières 35 ans, il y a eu beaucoup de progrès. Remarquons que l'Alberta a la population qui est 3e en grandeur pour ce qui est des minorités francophones, après l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Alors, c'est quand même une population considérable de Franco-Albertains. Alors, pour insérer un système de justice dans l'Ouest, il fallait quand même faire une offre active institutionnelle. Il ne faut pas attendre à ce que les gens demandent, parce qu'on n'est pas prêt pour les accueillir dans nos institutions judiciaires. Alors, quand j'étais juge en chef, c'était une affaire qui était proche à mon cœur, je veux dire. C'était d'introduire un processus qui va plus que dire on va accommoder les droits linguistiques officiels. C'est que vraiment, on donne droit. On ouvre des portes. Et c'est ça ce que j'ai travaillé à faire avec les annonces sonores dans nos salles d'audience pour annoncer le droit à un procès en français, si les gens le veulent. Également, un avis d'intention de procéder avec un procès en français, un avis électronique. Donc, pas coûteux, mais très efficace. Parce que vos moyens sont limités. Vous n'êtes pas ministre de la Justice de l'Alberta, vous n'êtes pas doyenne d'une université qui peut former des juristes francophones non plus. Votre travail, est-ce que c'était plus d'encourager de pédagogie quand même aussi auprès des anglophones unilingues pour dire, écoutez, ce sont des droits constitutionnels? Mais il faut qu'on... Mais quand je suis partie de la Cour pour rejoindre mes collègues à la Cour suprême, 37 juges étaient activement dans les cours de français de notre cour. Alors, plus que 80 juges dans notre cour, à plein temps, à moitié temps. Mais 37, c'est un nombre assez élevé. Et il y en avait au moins une demi-douzaine qui étaient bilingues et pouvaient facilement présider un procès en français.
Est-ce que vous diriez, puis on couvre ça de temps en temps là aussi, là, des procès en français, puis des fois les difficultés, autant la traduction que trouver un procureur, des greffiers, des choses comme ça. Ça, vous avez un devoir de réserve, mais aussi vous connaissez bien le système. Qu'est-ce que devraient faire tous les différents paliers, autant au niveau de la magistrature que les ministères de la Justice, pour rendre ça encore plus simple, plus facile, pour que les francophones aient accès à la justice en français? C'est vraiment un effort communautaire qui rejoint les poursuivants, les avocats de la défense, la Cour, comme vous dites, le gouvernement, dans le sens qu'employeur de greffiers, greffières. Il faut rassembler le groupe. C'est pas impossible. Dans notre communauté, il y a quand même une expertise dans le sens d'avocats de la défense, de la poursuite qui sont très aisés dans l'autre langue ou dans la langue qui est la langue de la minorité. Alors, pour moi, c'est un défi, oui. On n'est pas dans une province majoritairement francophone, mais vraiment, l'âge fort, c'est la réflexion des efforts qu'on a fait depuis des années. Je ne parle pas de moi, je parle de tous mes collègues qui vont se rassembler samedi soir pour célébrer la 35e. Les fondateurs de l'organisme, j'étais là. Oui, vous êtes une cofondatrice quand même. C'est ça. Vous disiez que, justement, vous avez cofondé l'Association des juristes. Vous n'étiez pas la seule, là, des piliers de la communauté. Là. Absolument, et des pionniers avant nous. Louis Desrochers était un des fondateurs, son fils, Pierre Desrochers, qu'on connaît bien. Denis Noël, lui qui a fait tous les documents d'incorporation parce qu'il avait vraiment le cerveau pour ça. Pierre Lamoureux, maintenant à Saint-Paul, avocat depuis longtemps, et moi-même. Mais ça n'a pas arrêté là. Il y avait la première réunion, j'avais l'honneur de présider la première réunion en novembre de 1990. Et là, on a élu le premier conseil d'administration, un conseil d'environ 7 avocats. Et là, ça s'est lancé. C'était pour vraiment promouvoir et ouvrir les portes à un système judiciaire bilingue en Alberta qui puisse répondre à une demande d'un accusé francophone d'avoir son procès en français. Et de là, on a ouvert certaines portes un peu plus limitées dans le contexte civil et on voit maintenant la loi fédérale sur le divorce qui prescrit maintenant la chance de faire son procès ou toutes sortes de procédures de divorce dans les deux langues. On attend la promulgation dans cette province parce que c'est promulgation région par région. Je vois, d'accord. C'est ça. Est-ce que vous trouvez que maintenant, en 2025, puis les discussions que je sais que vous avez dû avoir au fil de votre longue carrière quand même, l'attitude des juristes unilingues par rapport à l'importance du français, est-ce qu'il y a encore un peu, pas du mépris, mais de l'incompréhension de la nécessité de la chose, même si c'est un droit constitutionnel? Est-ce que les attitudes ont évolué? Je crois que oui. Maintenant, où je me situe à Ottawa, c'est clair que je travaille, et je peux vous le dire, beaucoup en français. Je trouve qu'il y a un grand niveau d'acceptation. Dans l'Ouest, c'était une évolution, comme de raison, et avec certains arrêts de la Cour suprême qui ont vraiment inspiré les avocats de poursuivre en matière d'éducation de leurs enfants. Et vous savez qu'en Alberta, il y a quand même le mouvement d'immersion pour les gens qui ne sont pas des ayants droit sous l'article 23 de la Charte, mais quand même, ils sont intéressés à faire éduquer leurs enfants en français. Donc, je pense qu'il y a un beau futur pour le français. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes hein, qui pensent qu'il va y avoir des étudiants au Congrès demain, là, des jeunes qui hésitent un peu, bon, ils cherchent leurs universités, c'est pas facile nécessairement d'avoir une éducation juridique en français non plus. Est-ce que l'avenir est brillant pour une carrière juridique bilingue? Parce qu'il y a des efforts supplémentaires qui doivent être faits, évidemment. Des efforts. Il faut remarquer que moi, j'ai été à l'Université de l'Alberta. J'ai pris mon programme de droit en anglais.
Et c'est par après que, avec une connaissance de la langue, on peut apprendre la langue jurisprudentielle, la langue des tribunaux. C'est quelque chose qu'on ajoute. Alors, c'est mieux, comme de raison, d'être éduqué dans l'école de droit en français si on peut avoir cette opportunité. Mais je ne pense pas qu'on se décourage peut-être en ne pas avoir cet avantage-là. Il faut, parce que je pense que je suis l'exemple où si on fait l'effort, et je pense que je l'ai fait dans ma vie personnelle et aussi professionnelle. La langue, c'est vraiment une réflexion d'une culture. Et il y a plusieurs cultures maintenant qui ont le français comme leur langue. Alors, s'ils peuvent s'identifier avec les tribunaux qui sont au centre de notre démocratie et qui ne se sentent pas en marge de ces institutions-là, ça donne la confiance du public dans les tribunaux. Alors, je pense que c'est tout bon d'ouvrir ces portes-là au bilinguisme des tribunaux et ça s'était fait de façon complète à la Cour suprême du Canada. La question de confiance, je pense que c'est important. Je voulais le mentionner, en parler. On est une période de polarisation extrême. Les tensions politiques, culturelles en ce moment, question de confiance envers les institutions ont été ébranlées à travers le Canada, le monde aussi. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui se disent, écoutez, c'est qui cette élite-là à Ottawa qui nous disent comment gérer nos propres choses, l'aliénation peut-être par rapport à des institutions comme la Cour suprême. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui se sentent moins à l'aise à avoir des gens avec tout le protocole à Ottawa qui peuvent avoir des jugements qui peuvent changer leur vie au quotidien? Bien, c'est pas qu'on est gouverné dans un sens par la Constitution canadienne. Et à l'intérieur de cette Constitution, vous avez la Charte des droits et libertés. Et donc, vous avez des juges, 9 juges, qui suivent quand même les consignes de la Charte, qui doivent trancher de nouveaux problèmes factuels, appliquer la Charte, et qui sont indépendants dans leurs fonctions. Et c'est ça ce qui donne espoir, je pense, et confiance à un peuple, c'est que leur institution démocratique, ils travaillent de leur propre façon et dans le cas des tribunaux, c'est essentiel qu'ils soient indépendants. Très intéressant tout ça. Juge Marie Moreau, juge de la Cour suprême du Canada, merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite un bon congrès de l'Association de retour à Edmonton. C'était un plaisir. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Bye-bye.